Monsieur Grignon, je sais que vous êtes conférencier, que, bon, vous avez fait des conférences, notamment, entre autres, sur Wilfrid Grignon. Oui, Oui. Et puis, bon, vous mettez la main à la pâte dans tout ce qui touche l'univers d'un homme et son péché et des belles histoires des pays d'en haut, ensemble. mhm, oui. Et bien sûr, j'ai été professeur de littérature et de cinéma. J'ai aussi été directeur du Cégep Saint-Laurent pendant 4 ans. Et je suis revenu à l'enseignement à ma demande. De plus, ben, les conférences dont vous parlez, j'en ai donné vraiment partout, en Abitibi, les 4 villes. J'arrive d'un deuxième voyage au Nouveau-Brunswick, invité par le Congrès mondial acadien. J'ai donné des conférences au lac Saint-Jean, j'en ai donné vraiment, on peut dire partout, sans prétention. Et je trouve ça passionnant. Je suis devenu moi-même passionné d'histoire, de la petite histoire en particulier. Et c'est sûr que Claude-Henri Grignon, qui était d'abord et avant tout mon parrain, parce que s'il était mon grand-oncle seulement, peut-être que je l'aurais à peine connu. Mais comme il était mon parrain, c'est-à-dire présent à mon baptême, et que j'étais présent à ses funérailles, on s'est vu pas mal longtemps. Parce que finalement, ça a été pour moi un parrain exceptionnel, tout comme il a été pour mes parents, mon père, ma mère, bon, tout ça, d'une générosité absolument incroyable, c'est le mot, incroyable. Acheter une maison, mes parents, payer toutes mes études et tout ça. Alors, c'est pour ça que je ne reste pas assis, tranquille, à côté du foyer pour les droits d'auteur et les conférences que je donne, le travail que je fais, les livres comme Oliver Asselin en particulier. Mais grâce à un collectionneur formidable qu'est Rosaire Fontaine, on a pu publier le Séraphin illustré qui est très beau. On a pu publier les 3 tomes du Séraphin. Et tout ça, ça reste passionnant. La question des droits d'auteur doit être plutôt complexe avec, bon, évidemment, il y a un homme et son péché, mais il y a tout... Elle est très simple, la question des droits d'auteur. Je suis l'unique propriétaire de tous les droits d'auteur de Claude-Henri Grignon, Val d'Ombre, qui était son nom de plume de pamphlétaire, et tous ses pseudonymes. Alors, c'est simple. Il n'y a pas ce qui s'appellerait, par exemple, une succession Claude-Henri Grignon. Il n'y en a pas. Alors voilà, c'est la façon la plus simple de ramener la question des droits d'auteur. Encore aujourd'hui, je donnais une cession de droits, donc je cédais pour une émission qui aura lieu d'ailleurs à TVA. Ils utilisent des passages des belles histoires. Alors, ils s'adressent à moi, je réponds et tout ça. Parlons maintenant de la manifestation la plus récente de l'univers de Séraphin, c'est-à-dire Séraphin, les nouvelles histoires des pays d'en haut. Oui. Alors, nous en sommes rendus au 3e et dernier tome. Qui est sorti, heureusement. Oui, en fait, il est sorti aujourd'hui même. Oui, on peut dire qu'il est sorti aujourd'hui même, quoique Rosaire et moi, on a vu le livre il y a peut-être quelques semaines, disons. Effectivement. Et dans le 3e tome, il y a quelque chose de spécial parce que vous en faites l'épilogue, c'est-à-dire Oui. un dernier chapitre. Oui. Parlez-moi de la genèse, de comment c'est venu. C'est venu quand Rosaire Fontaine nous a dit, chez Québec et Amérique, mais à moi, ici même d'ailleurs, pour ce qui est de ce qu'il m'a dit à moi, il n'a jamais pu trouver, c'est pas parce qu'il manque de canaux d'information, etc., mais on n'a pas trouvé le dernier texte que Claude-Henri aurait écrit
pour clore son Séraphin qu'il écrivait pour les bonnes soirées, parce qu'il signait son premier contrat de télévision à 62 ans, ne l'oublions pas. 62 ans, il signait son premier contrat de télévision pour les belles histoires qui commençait le 8 octobre 1956. Alors, on a convenu, à la demande, il me semble, de Québec-Amérique, que j'écrirais le dernier chapitre. Et moi, je dis toujours un dernier chapitre, parce que le dernier chapitre, on ne l'a pas. J'ai eu beaucoup de plaisir à le faire. Je n'ai pas abusé en ce sens que certains l'ont trouvé trop court, ou un peu court, disons. Mais j'ai eu beaucoup de plaisir à me greffer à l'action parce qu'il fallait tenir compte du fait que le père Ovide annonçait à Séraphin qu'il y avait une lettre enregistrée au bureau de poste. Et là, bien là j'ai greffé là-dessus. Puis ça a donné, je pense, un bon résultat. Et évidemment, ce dernier tome est la conclusion des deux premiers qui sont déjà sortis. Et puis, dans l'ensemble, je suppose que vous avez eu beaucoup de plaisir à revisiter cet univers-là qui était enfoui dans la mémoire. J'ai eu surtout du plaisir, à le revisiter parce que, et ça j'en avais parlé avec Rosaire dès les premières fois qu'on en avait parlé ici même. Au moment où ça sortait, la revue Bonne Soirée, je l'ai vue, oui bien sûr, à Sainte-Adèle, il y en avait toujours, bien entendu. Mais j'étais étudiant à ce moment-là, début du cours classique même. J'avais, en 1952, disons, j'avais 10 ans. Alors, je n'étais pas passionné de ces choses-là. Et j'ai eu énormément de plaisir à lire, parce que Rosaire m'a fait une photocopie complète de ce qu'il avait. Et je suis parti en vacances, d'ailleurs, avec Louise, et j'avais apporté des photocopies. Combien de fois Louise me disait « Pierre, viens-t'en, il est déjà 2 heures, le soleil baisse, etc. » J'étais pris par cette lecture-là. J'avais vraiment... j'étais passionné par ça. De la même façon, et ça là-dessus, je le crie bien haut, que des intellectuels de haut niveau que je connais bien et qui sont des amis, attendaient le tome 3 tellement ils ont aimé les 2 premiers. Je ne nomme personne, mais je peux vous dire que dans la pièce ici, il y a une semaine, il y a quelqu'un que tout le monde connaît au Québec. Je lui ai fait sa dédicace. Il est parti avec le tome 3 le vendredi après-midi vers 5 heures. Il m'a envoyé un courriel le lundi en fin d'avant-midi de son lieu de travail. Et il me disait qu'il avait terminé la lecture. Des choses amusantes, et je le dis parce que Rosaire est là, ce monsieur-là m'a dit « Pierre, pourquoi tu n'écris pas encore 250 pages? » Comme ça. Alors, ça fait plaisir, on a beaucoup de plaisir. Je suis très, très heureux dans cet univers-là, pas parce que je me complais là-dedans, mais c'est dans certains cas beaucoup de travail. Mais je travaille avec des gens que j'aime. Et le succès, en termes de présence dans les émissions qui discutent de littérature, et j'ajoute de soi-disant littérature, même très souvent, on parle plus de livres de cuisine que de quoi que ce soit d'autre. On est en train de nous mijoter une culture tellement superficielle. Dans ces émissions-là, il y a une complaisance, il y a une ignorance aussi de l'ensemble de la littérature. Et on peut se demander, pourquoi ni le tome 1, ni le tome 2, ni le tome 3 qui sort, n'a connu plus de visibilité. J'emploie le mot visibilité, c'est le mot le plus poli dans les circonstances.
Je pourrais employer l'expression propre au monde de la littérature, la conspiration du silence. Certains pseudo-intellectuels, début trentaine, qui font les émissions de télévision le plus souvent ou de radio et qui s'amusent d'à peu près n'importe quoi, ont ignoré complètement l'œuvre d'un grand écrivain qui s'appelle Claude-Henri Grignon. C'est vraiment dommage parce que le côté social d'un roman comme Les Nouvelles Histoires des Pays d'en haut est encore très d'actualité, même de nos jours. On travaille au remake des Belles Histoires. J'emploie pas de terme anglais souvent, mais nous travaillons, c'est public, c'est pour ça que je peux en parler. Et des deux producteurs très, très importants au Québec là, se sont réunis. François Roson et Sophie Deschênes, ces deux producteurs très importants, là, ils étaient présents aux Gémeaux, là, les deux sont montés sur scène, séparément d'ailleurs. On travaille au remake des Belles Histoires, à partir des textes de Claude-Henri Grignon. Tous les scénarios sont dans des caisses aux archives du Québec. Et avec mon autorisation que ça prenait, ils ont été numérisés tous. Tous numérisés. Et le grand scénariste Gilles Desjardins, qui a fait le très beau Musée Éden, entre autres choses, et qui fait bien d'autres choses, est le scénariste sur ce projet-là. Et plusieurs scénarios sont déjà écrits. Et Radio-Canada est très emballé du projet, quitte à apporter certaines nuances. Et la façon de travailler, c'est qu'à partir de 5, 6 ou 7 épisodes d'une demi-heure du tout début, en 1956, un grand scénariste comme Gilles Desjardins bâtit un scénario pour une émission d'1 heure. Bon, on enlève les messages publicitaires, bien sûr. Et ça donne l'œuvre de Claude-Henri Grignon, Les Pays d'en haut, vue de façon tout à fait nouvelle. Et laissez-moi vous dire que, comme dépositaire des droits d'auteur, connaissant les textes qui ont déjà été écrits, je suis emballé. Il n'y a pas de trahison de la pensée de Claude-Henri Grignon. Au contraire. Au contraire. C'est définitivement quelque chose qu'on va regarder avec avidité. Oui. Et puis, surtout, j'ose espérer que les nouvelles générations ne se feront pas mettre des bâtons dans les roues et pourront apprécier à la pleine valeur l'œuvre de Claude-Henri Grignon. Moi, je n'ai pas d'inquiétude de ce côté-là. Par ce que je vis, et non par ce que je vis, ce que je vis, c'est de voir des professeurs de littérature au secondaire, des professeurs de français, des professeurs de littérature au collégial, etc. Je le sais qu'ils l'utilisent. Je le sais, je suis la personne la mieux placée et la plus heureusement placée pour le savoir, par les droits d'auteur encore. Ensuite, quand je donne des conférences, je donne une conférence à Baker Brook, au Nouveau-Brunswick, sur le bord de la rivière Saint-Jean. De l'autre côté, c'est le Maine. Hein? C'est le Maine, aux États-Unis. Je donne ma conférence. Après ma conférence, il y a 2 jeunes franco-américains qui s'approchent, à peu près 16-17 ans, qui s'approchent doucement et qui me demandent si j'accepte de me faire photographier avec eux. Mon cher ami, pouvez-vous avoir un témoignage plus émouvant même, je le suis ému, de la présence de Claude-Henri Grignon, de la présence de son œuvre. Et je ne pense pas, et là c'est le professeur de littérature qui a fait ces recherches-là, je ne crois pas qu'un autre écrivain, et j'aime les autres écrivains, là, un instant, là, je ne suis pas en train de faire un concours, là.
Mais Claude-Henri Grignon a marqué profondément la société, la culture québécoise, le patrimoine québécois. Ces personnages sont vivants, ces personnages sont aimés ou tellement détestés qu'ils en deviennent de grands personnages, à commencer par Séraphin lui-même. Et nous sommes dans les pays d'en haut. Ici, c'est les cantons du Nord. Claude-Henri, dans ses premiers textes d'ailleurs, fait dire à Arthur Buis, dès les tout premières émissions de 1956, il parle des cantons du Nord, etc. C'était ça. Et c'est Claude-Henri Grignon qui a imposé ce beau nom qui était connu des missionnaires français de la Nouvelle-France, les coureurs des bois. Et M. Germain lui-même a dans son beau livre « Les coureurs des bois », il utilise l'expression couramment. Et dernièrement, encore à la télévision, il était invité parce que l'on faisait l'historique d'une grande famille. On remontait jusqu'à la Nouvelle-France et on était dans les pays d'en haut dès qu'on était au nord de la Louisiane jusqu'au Grand Lac. Le pays d'en haut, c'était pas à Saint-Adèle, c'était pas à Saint-Jérôme, puis c'était pas à Mont-Roland, puis c'était pas à Saint-Sauveur, pas du tout. C'était les cantons du Nord. Le roi du Nord, c'est le Curé-Labelle. La rivière du Nord, c'est la rivière principale. Le Nord, avec un grand N, c'est le nom de la région. Mais Claude-Henri a transformé tout ça en imposant, en sachant qu'il faisait un anachronisme. Il a tellement aimé l'expression du vieux français ici qui parlait. Lionel Groulx utilise l'expression « les pays d'en haut ». Petit P, pas de trait d'union, petit H. Les pays d'en haut, c'était dans l'Amérique française. Vos airs, nous sommes maintenant rendus au 3e tome et à la fin de cette saga des nouvelles histoires des pays d'en haut. Comment on se sent quand on a vu le projet du début jusqu'à la fin actuelle? Comment on se sent? Je crois que ce fut certainement un long cheminement, mais la satisfaction de tenir ces 3 volumes-là ensemble, de voir cette œuvre formidable qui était dans des revues presque illisibles sur leur support original, de les voir publiés sous forme de livres, aussi une lecture aussi agréable, c'est formidable. Et dans le cas de... Mon Dieu, désolé, je vais couper ça au montage. Quand je dis je suis parfois un peu... C'est pas moi qui le rend nerveux. Non, non. OK. Les belles histoires des pays d'en haut ont été également un bel unificateur de génération. Tout à fait. Tout à fait. Ici, à Saint-Adèle, quand j'étais maire, j'ai été maire pendant 8 ans à Saint-Adèle, comme Claude-Henri, puis comme le docteur Wilfrid Grignon, mon arrière-grand-père avant, un dimanche matin, le téléphone sonne, en mois d'août, il faisait très, très beau. Et la famille Meilleur, je la nomme parce que c'est une vieille famille de Saint-Adèle, tout ça. Monique me dit, Pierre, on a de la visite rare, on a un oncle très âgé qui vient des provinces de l'Ouest. Pour la première fois, il revient à Saint-Adèle, il est né à Saint-Adèle. Viendrais-tu le saluer comme maire de Saint-Adèle, puis comme Grignon? Alors, j'apporte l'édition, la grande édition d'Un homme et son péché. Je fais une belle dédicace, etc. Quand ce monsieur-là, et
bon, toute la famille, on parle d'une centaine de personnes, là. Quand ce monsieur-là, très, très ému, a pris la parole, il a dit, les belles histoires des pays d'en haut ont été un lien pour nous tous en dehors du Québec, ont été un lien avec nos racines. Et là, tu dis, lui, ce monsieur-là qui a 85 ans à peu près à ce moment-là, te dit qu'il parle français et qu'il vit en français et que c'est pas uniquement grâce aux belles histoires, non. Mais il présente les belles histoires comme le lien le plus fort qu'il y avait avec la culture canadienne-française, là. On a tendance à ramener à Québécois, là, bon, non, je suis souverainiste, mais je sais que les Canadiens français, ça a existé et ça existe encore. Alors donc, on voit par des exemples comme ceux-là, ce sont des témoignages qui sont émouvants. Les enfants, maintenant, c'est surprenant de voir jusqu'à quel point ils connaissent la chose par leurs grands-parents, leurs parents. Le creux se situe, selon moi, selon mon expérience, le creux se situe autour des 30, disons des 25-35 ans à peu près, parce qu'il y a eu un creux à la télévision. Mais ensuite, ça a repris, puis là, présentement, il n'y en a pas, sauf dans le Maine, à Madawaska, 3 fois par semaine, de façon clandestine, puis je les salue. Je ne veux pas les embêter avec les droits d'auteur, mais ils ont tout simplement pris le coffret de luxe avec toutes les émissions, puis mettre ça eux autres dans un appareil, et la télévision communautaire passe ça 3 fois par semaine dans le Maine en français. Alors, ceux qui pensent que les belles histoires sont décédées... Non, en fait, elles sont sur le chemin de l'éternité. Claude Henry disait, Séraphin ne peut pas mourir tant que nous parlerons français, ici. C'est sûr que, parlez pas de Séraphin à des anglophones, ça ne sonne aucune cloche.